Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Christophe Dominici a pris le ballon. Il l'a marqué. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Extraordinaire. Accélère. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. La victoire française. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette première chaîne Sport Management School. On est très content de vous accueillir sur Twitch. Alors, 2-3 petits soucis, hein. Bien évidemment, quand on lance une chaîne, on a toujours les petits câbles qui vont pas. Il y a même pas 2 heures, on avait un problème électrique. Bref, ça c'est la vie, hein, c'est normal, c'est comme ça. On va parler foot, on va parler Qatar, on va parler avec nos invités de ce qui fait mal en ce moment. Hein. Donc c'est vrai que l'équipe de France, elle est ce qu'elle est, on en parlait tout à l'heure. On fera la petite question sur... qu'est-ce qui va se passer à la fin, hein. Champion, pas champion, tous les problèmes que l'équipe de France a en ce moment. On va parler de la difficulté du Qatar, non pas à organiser, mais avec tous les problèmes qu'il peut y avoir sur cette organisation avant, j'espère pas pendant, peut-être l'après. Des invités d'exception ce soir qui vont nous accompagner pendant 1 heure pour parler de la Coupe du Monde. Je vais vous laisser vous présenter, les amis. Bienvenue à la SMS. On fait un tour de table. Qui commence ? Allez. Titouan. Bonjour à tous, donc, je suis Titouan Laurent, journaliste à Sport Business Club, un média spécialisé dans l'économie du sport. On parle sponsoring, marketing, et puis des grands événements sportifs. Et je vais me rendre à la Coupe du Monde au Qatar. Donc, chance ou pas chance ? Question piège. Mais oui, avec chance. C'est quand même une chance de participer à un grand événement en tant que journaliste. C'est pour ça qu'on fait aussi ce métier. C'est clair. Vincent, on fait un tour de table par rapport à toi. Vincent Chaudel, donc je suis cofondateur de l'Observatoire du Sport Business, de In & Sport, qui est une société de conseil en business du sport, et puis intervenant avec David, avec Michael depuis trop longtemps. On va pas le dire. Voilà. Les âges seront dévoilés, c'est pas bon. Étienne, merci d'être là, d'être avec nous, très sympa. Bonjour à tous, je suis Étienne Moiti, je suis journaliste à l'équipe et à la chaîne L'équipe. Et est-ce que tu pars aussi sur la Coupe du Monde ? Pour le moment, non, on va voir au fur et à mesure de la compétition. Cool, ça va être intéressant. On va voir comment ça va se mettre en place. Gilles Christ, salut, on se connaît depuis toujours, nous, en fait. Oui, depuis toujours, parce qu'on va dire que moi, je viens de très loin, donc du premier étage. Là, on est au 4e. Donc, du coup, moi, je suis conseiller aux admissions, donc, qui m'occupe aussi de la partie recrutement des étudiants au sein de la Sports Management School, et aussi dans le cadre d'autres activités. Voilà, j'anime aussi des podcasts sur le sport par le biais de l'audio, qui produit des podcasts sur les clubs, sur aussi des thématiques comme le foot, le basket. Et je suis ravi d'être là pour parler avec nos amis. Des sommités, j'ai envie de dire. Exactement, nos amis. Alors, on va parler boycott ou pas. On va voir ce qui va se passer. Mais bon, d'un point de vue business, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. La Coupe du Monde, c'est quand même un des plus grands événements sportifs en France. Coupe du Monde, Qatar. On va avoir les grands événements sportifs internationaux. La SMS a lancé un livre blanc il y a quelques mois. Vincent, on en a beaucoup discuté ensemble sur les grands événements sportifs internationaux. Pour vous, c'est quoi un grand événement sportif international ? Quels sont leurs enjeux ? Étienne, le fait que la France accueille cette Coupe du Monde du rugby dans quelques mois, et puis bien évidemment ces Jeux Olympiques, pour toi, c'est quoi un grand événement sportif international ? J'ai l'impression que la réponse est dans la question. C'est Merci. un grand événement sportif et international. Et je pense que la Coupe du Monde réunit évidemment donc, tous ces critères-là. C'est évidemment le sport numéro 1. Enfin, là, j'ai en train d'enfoncer des portes ouvertes. C'est le sport où on fait le plus de business. C'est le sport où il y a le plus de droits télé. C'est le sport qui est le plus suivi au monde. C'est le sport qui provoque aussi le plus de polémiques. Et quand c'est une Coupe du Monde au Qatar, on s'en rend compte. Voilà, donc les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot se bataillent un petit peu tout le temps. Donc le titre du plus grand événement sportif au monde. Personnellement, je ne vais pas trancher ici. On va dire que la Coupe du Monde, c'est ce qui vient en premier. On va dire pour l'instant, à échéance de 1 mois, on va dire que c'est la Coupe du Monde, le plus grand événement sportif international. On va dire ça comme ça. Vincent, tu as suivi avec moi ce fameux livre blanc. On en a beaucoup parlé. Les études ont montré pas mal d'impacts positifs, négatifs. Tu veux qu'on en reparle un petit peu ?
Oui, on avait essayé ensemble de travailler autour des crises qui pouvaient impacter ces fameux GESI, ces fameux grands événements sportifs, parce qu'on était dans le prolongement de la Covid. Et que la Covid, c'était une crise que, bien évidemment, l'équipe d'organisation des JO Tokyo ne pouvait pas anticiper, malheureusement pour eux. Et donc se dire que des grands événements, eh bien aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de la cérémonie d'ouverture pour Paris 2024, qui est potentiellement une très très belle idée, mais aussi une zone de risque. Et donc, c'est ce qu'on avait essayé de balayer, c'était les différents risques, des risques sanitaires, des risques sécuritaires, des risques sportifs, des risques aussi politiques. Et le sujet du Qatar aujourd'hui est plutôt dans cette dernière catégorie, une question de politique ou de géopolitique ou d'image. Et je pense qu'un des enjeux de cette Coupe du Monde, c'est le sujet de l'image. En tout cas, chez nous, probablement aussi chez eux, même si je pense qu'un des enjeux pour le Qatar d'accueillir cette Coupe du Monde, c'était déjà de placer le Qatar sur cette carte du monde. D'accord. Et qu'à ce niveau-là, qu'on parle de boycott ou pas, le sujet il est réglé. Désormais, on sait à peu près où se situe le Qatar sur la map monde. Sur la map monde. Ouais, je suis d'accord. Titouan, t'en penses quoi? Les grands événements sportifs pour toi, c'est le foot, c'est le rugby ou c'est même d'autres sports peut-être? Il y a le Tour de France. Hein, Bien sûr, t'as raison. Qui fait partie des grands événements je... internationaux. Mais ce qui symbolise aussi les grands événements internationaux, c'est les enjeux. Et comme l'a rappelé Vincent très justement, il y a cet aspect géopolitique, d'image, mais il y a aussi tout ce qui est éducation, santé. Paris 2024 œuvre beaucoup pour tout ce qui est héritage, ce qui va rester après l'événement, donc mettre les jeunes au sport. Le Qatar, j'imagine aussi, a cette volonté d'image, mais aussi cette volonté de mettre sa population au sport, de les inciter à regarder du football. Le championnat va aussi se développer, j'imagine, en interne. Puis, on peut imaginer, mais on peut ne pas en être sûr quand même. Enfin, on peut ne pas en être sûr, mais on peut imaginer. On va un peu vite en besogne. Et il y a aussi donc l'image, et puis il y a le développement économique. Alors, le Qatar, non, pas forcément, parce que c'est un pays déjà très très riche, mais des événements qui sont passés dans les fameux BRICS, Brésil, Russie, etc. En Afrique du Sud, c'est des événements qui ont pour objectif de développer et que derrière, il y a un ruissellement qui se fait sur la population. Je vais rebondir sur un sujet. Sur la Coupe du Monde au Qatar, je n'ai pas le sentiment que ce soit véritablement une préoccupation pour le Qatar. Justement, c'est ce que je disais. De faire ruisseler. Non, je ne parlais pas du Qatar. Il n'y a pas de population au Qatar, il y a très peu de pratiquants. Les stades vont repartir ailleurs. Donc là, pour le coup, c'est vraiment l'exemple d'une organisation, on va dire, qui n'a pas de signification autre que celle de l'image. C'est pour ça que je prenais bien l'exemple de ce qui s'est passé dans les pays émergents. L'Arabie Saoudite avec... En même temps, quand on parle d'héritage pour Paris 2024, c'est un héritage effectivement qui est plutôt difficile à palper, qui va être un héritage sur la pratique. En tout cas, on l'espère que ça va avoir un impact sur la relation des Français avec le sport, parce que en matière d'héritage, il y aura très peu de construction et donc d'objets liés aux JO. Au Qatar, pour le coup, il y a les stades et ça a fait beaucoup de polémiques, bien évidemment, mais cet héritage-là a déjà un rebond, puisque ils vont accueillir les championnats d'Asie, enfin la Coupe d'Asie. La Coupe d'Asie en 2023 en lieu et place de la Chine. Et c'est bien parce qu'ils vont disposer des équipements de ces stades-là qu'ils vont pouvoir, l'année prochaine, je crois, les récupérer. Alors, pour autant, ça ne va pas remplir les stades d'une population qui, en proportion, n'est pas en capacité de le faire. Mais oui, là, pour le coup, ça peut plutôt interroger, parce que quand la France organise l'Euro 2016, c'est l'occasion de construire des stades, d'en rénover d'autres pour une population qui est une population existante, pour des clubs professionnels qui vont ensuite les utiliser. Au Qatar, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que ces stades-là, je veux dire, qui servent pour la Coupe du Monde et qui servent derrière pour d'autres grandes organisations, au-delà de ça, il n'y a strictement aucune utilisation. Donc c'est pour ça qu'au-delà même des polémiques sur les travailleurs qui ont construit les stades, sur les libertés individuelles au Qatar, il y a même aussi la polémique peut-être initiale, c'est pourquoi organiser donc une compétition dans un pays où il n'y a strictement aucune culture de football, où il n'y a pas de clubs qui ensuite vont utiliser les infrastructures et où il n'y a pas non plus d'intérêt de la population pour ce sport-là. Voilà, donc c'est quand même
pour le coup, une organisation très particulière qu'on n'a jamais connue. Bien d'autres organisations avant étaient des organisations très polémiques. Évidemment, on organisait la Coupe du Monde en Argentine pendant les Généraux et on ne pouvait pas faire quelque chose de pire que ça. Mais aujourd'hui, structurellement, c'est une immense curiosité d'avoir donné cette Coupe du Monde au Qatar. On est d'accord. Enfin, je reviens sur l'idée de l'Arabie Saoudite qui va recevoir... je sais pas comment ils vont faire. Faut m'expliquer comment la neige va arriver. Enfin, si, ils vont mettre des sous sur la table. Mais c'est un peu la même chose, quoi. C'est une démesure totale qui fait qu'à un moment, pourquoi on va sur ces pays-là? Si on reste sur les GESI, pourquoi? Alors oui, on a compris, c'est l'argent. Mais après? Non, c'est pas que l'argent. Il y a un sujet d'argent, effectivement, mais on peut aussi se dire que quand il y avait eu le débat autour des mondiaux de handball qui étaient aussi au Qatar. S'il n'avait pas été attribué au Qatar, il aurait été avant, je crois, au Danemark et après en Espagne. En fait, on faisait des championnats d'Europe, des championnats du monde en Europe en permanence. Et une fédération internationale, elle a vocation aussi de développer son sport. Alors après, je dis pas le sujet du Qatar, mais le fait que ce ne soit... Là, c'est la 22e Coupe du Monde. Il y en a déjà eu donc 21, 11 en Europe. C'est vrai. Donc à un moment donné, c'est normal aussi que ça aille au-delà de l'Europe. Reste à savoir si le Qatar était la bonne destination, mais le fait que ça aille en Asie ou dans les pays du Golfe ou dans les pays arabes, c'est sur les 21, il y a eu 11 en Europe, 8 sur le continent américain, nord et sud, une en Afrique, Afrique du Sud, une en Asie, Japon, Corée. Voilà, donc moi je pense que cette région du monde n'est pas la plus forte en football d'un point de vue performance, talent, classement, etc. Mais à la tête d'une fédération, ça me paraît pas non plus être nécessairement une erreur d'aller dans des zones parce qu'une Coupe du Monde, c'est ça aussi. C'est une super opération de promotion de son sport. Mais la Coupe du Monde au Qatar, géographiquement, c'est cohérent. Après, le reste, c'est cohérent parce que on a été en Asie, etc. Dans la région, je veux dire. Dans la région, géographiquement, c'est cohérent. Après, le reste, en effet, sur l'après, c'est légèrement moins cohérent. Oui, mais il n'y a pas simplement ça, qu'on veuille donc donner la Coupe du Monde à d'autres régions du monde, on peut que y souscrire. Il y avait des pays qui étaient candidats à l'organisation de la Coupe du Monde, qui ont été recalés, et je pense plus particulièrement au Maroc, un pays arabe donc, qui veut organiser la Coupe du Monde, dans laquelle il y a une population donc, passionnée de football, où il y a des stades qui existent déjà, même si évidemment il faudra en construire d'autres et rénover ceux qui sont existants, où il y a une culture donc, liée au football, où il y a de l'hôtellerie, où on peut déjà quand même, évidemment c'est un pays touristique, donc il y a déjà une matière pour démarrer l'organisation d'une telle compétition. Si on avait voulu aller vers un pays arabe et que c'était pas simplement une considération financière, on serait allé plutôt vers ces pays-là que vers le Qatar de mon point de vue. Mais est-ce qu'on peut remettre en cause la désignation qui a été faite quelques années maintenant? Il y en a beaucoup qui s'en posent pas de la remettre en cause. On est d'accord. Remettre en cause, nous, on peut tous chacun. On peut tous la remettre, bien sûr. Mais là, c'est la FIFA qui a décidé. Mais bon, quand on voit ce qui se passe maintenant, quand on commence à voir toutes les enquêtes qui sortent, toutes les affaires qui sortent, les présidents qui se mettent là-dedans, etc., est-ce qu'on se dit, il n'y a pas plein de choses qui se sont passées pour que le Qatar obtienne la Coupe du Monde? Justement, par rapport à les enquêtes qui sortent, elles sortent parce qu'il y a une résonance médiatique qui est celle qu'elle est à quelques semaines du début de la compétition. Mais il faut se dire aussi une chose, c'est que au niveau de France Football, qui a été parmi les premiers, en tout cas, à sortir les dessous de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ça date de janvier 2013. Le rapport Garcia, notamment qui a été commandité par la FIFA, il a été fait donc dans la période du premier trimestre 2013. Donc c'est vrai que 2013-2014. 2013-2014, justement, donc là sur la durée du rapport, avec aussi une interview qu'il avait donnée à France Football en mars 2013, il me semble, où il expliquait un petit peu le champ sur lequel il voudrait avoir donc des explications par rapport à tout ça. C'est vrai que en 2010, fin 2010, décembre 2010, quand on attribue la Coupe du Monde au Qatar, devant les États-Unis, à ce moment-là, et que ça suit aussi l'attribution de la Coupe du Monde à la Russie au détriment, entre autres, de l'Angleterre, il y avait une certaine curiosité, et pas forcément une curiosité qui soit positive, parce que beaucoup de questions se sont posées. Est-ce qu'on allait faire la compétition en été ? Est-ce que, au niveau infrastructure, ils allaient être prêts ?
comment, voilà, quelle est la question des éléphants blancs. Donc il y a pas mal de choses qui sont ressorties, des interrogations auxquelles le Qatar a essayé de répondre par rapport à sa candidature et qui a été retenue. Mais derrière, il y a toujours eu cette idée pas de suspicion, mais toujours de chercher le pourquoi de cette candidature. Et année après année, on s'est rendu compte qu'il y avait, on va dire, des dessous, on va dire des travers. La vérité, c'est s'il y a une telle affaire, c'est en grande partie parce que le pays lésé s'appelle les États-Unis. Parce que des pays lésés sur les candidatures, pour des soupçons de corruption, on peut dire l'Allemagne. Beckenbauer a été sanctionné par rapport à l'Allemagne 2006, pour 2006, pour 98, pour 2010, avec des voix achetées notamment sur le continent américain. Enfin, il y a eu beaucoup de candidatures qui ont été soupçonnées ou qui ont été pointées du doigt. Sauf que là, parce que les États-Unis la voulaient et parce qu'ils pensaient réellement l'avoir et qu'ils ont été le lésé comme il y a eu d'autres lésés dans le passé. Pour l'Afrique du Sud en 2010, le Maroc y croyait grandement aussi. Là, le FBI s'est mis dans la boucle, a fait pression sur la Suisse pour obtenir des informations. La Suisse, c'est quand même un pays où il y a une forme de secret, où les informations ne circulent pas tant que ça. Là, la Suisse a lâché les informations. Et si on regarde le casting du COMEX de la FIFA 2010 et celui qui a eu post-FIFA Gate avec Blatter, on se rend compte quand même qu'il y a eu quand même un grand changement de casting. Est-ce que pour autant, on est sur une organisation qui est totalement transparente ? J'en suis pas encore totalement sûr. Alors on découvre tous les travers aussi maintenant, hein. Les problèmes de travail, les problèmes de mort, entre guillemets, on ne saura jamais vraiment ce qui se passe. Mais c'est pas parce que le FBI a mis son nez là-dedans qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes et ensuite le FBI a mis son nez là-dedans. Bien sûr. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aussi remettre les choses. Mais s'il n'y avait pas eu le FBI... il y a des journalistes en France, il y a des journalistes internationaux qui enquêtent. C'est faire peu de cas donc des journalistes, de Non, l'opinion publique. bien C'est-à-dire sûr. qu'en fait, quand il y a eu l'attribution, parce que donc Vincent explique que finalement il y a toujours eu de la corruption dans l'attribution des grandes compétitions. pas faux. Ce qui est vrai. En tout cas, on a plusieurs exemples. En tout cas, il y a une bagarre entre plusieurs pays où entre guillemets tous les coups sont permis. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais ce qui était quand même extrêmement particulier avec cette attribution-là, c'est qu'il y avait absolument zéro raison d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar. Ah oui, bien sûr. Zéro. C'est-à-dire ce qui était le cas d'aucun des pays à qui on a attribué jusque-là une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, même s'il y en avait qui étaient éventuellement aussi relativement polémiques. C'est-à-dire que vous avez un pays qui a aucune culture football, vous avez un pays qui n'a pas de stade, vous avez un pays qui n'a pas de public, vous avez un pays où il fait 50 degrés quand on organise normalement donc les Coupes du Monde de football, vous avez un pays où il y a pas de droits de l'homme, vous avez un pays où qui est d'une grande violence donc à l'égard des femmes, donc il y avait quand même à peu près zéro raison de leur attribuer la Coupe du Monde, donc on essaye de chercher forcément quand vous avez raison, zéro raison d'attribuer la Coupe du Monde, pourquoi vous l'avez fait. Et là pour le coup on a commencé à trouver 2 ou 3 raisons donc pour lesquelles la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. Il y a cet aspect économique, financier, il y a aussi l'aspect de soft power dont on n'a pas encore évoqué, qui est la question d'image, parce qu'il y a une bataille aussi interne plutôt externe du coup avec l'Arabie Saoudite où ils se battent pour organiser ces grands événements. Il y a les sports mécaniques où les deux pays sont un petit peu en lutte. Il y a la Formule E d'un côté, le Grand Prix en Arabie Saoudite, etc. La boxe depuis 2020, la MotoGP, la boxe, et même du MMA maintenant qui se passe au Moyen-Orient. Et donc cette Coupe du Monde, c'est la grande victoire du Qatar. Donc dans ce sens-là, pour le Qatar, on peut trouver vite l'intérêt pour eux d'accueillir la compétition. Il n'y a aucune autre raison que le soft power et l'argent, je pense. Pour le Qatar, oui. Mais pour la FIFA, moi je pense qu'il y avait quand même une raison. Je pense qu'en fait, si on regarde bien, attribuer cette compétition dans cette région-là, en tout cas, ils ne le disent pas au départ, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire changer la date et amener cette Coupe du Monde en plein hiver. C'est aussi pour la FIFA reprendre le pouvoir sur l'écosystème du football. Parce que si on regarde le chiffre d'affaires de la FIFA, le chiffre d'affaires de l'UEFA, le chiffre d'affaires des ligues, notamment la Première Ligue, on se rend compte que la FIFA, qui est supposée être au-dessus, elle n'est au-dessus qu'une fois tous les 4 ans. Ouais, c'est vrai. C'est une fois tous les 4 ans grâce à la Coupe du Monde. Ouais. Et là où il y a des temps forts pour l'UEFA avec la Ligue des Champions, parce que le vrai sujet, la vraie différence entre l'UEFA et la FIFA,
c'est la compétition de club. C'est parce que l'euro est important, bien évidemment, mais l'euro est moins puissant qu'une Coupe du Monde. En revanche... Il rapporte plus, non ? Ouais, je suis pas sûr. Mais en tout cas, la compétition de club avec les Real, avec les Barça, avec les Bayern, etc., ça, c'est tous les ans. Et c'est ça qui fait que chaque année, sauf les années de Coupe du Monde, l'UEFA est plus puissante financièrement que la FIFA. Là, en attribuant cette Coupe du Monde dans une zone où, très vite, on va se dire, c'est vrai que c'est compliqué de la faire en juin-juillet, ça me permet à moi, FIFA, de reprendre la main. L'UEFA, le fait que ça embête la Première Ligue et son Boxing Day, par exemple, c'est pas non plus nécessairement si dérangeant que ça pour elle, parce que la Première Ligue, c'est sa vraie concurrente au quotidien. Donc, il peut y avoir des aspects... Alors, je dis pas que ça a été la motivation première, et tout ce que tu évoquais, Étienne, reste juste. Mais il n'y a pas non plus que des trucs qui sont farfelus, ça peut les aider aussi. Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un doigt dans un engrenage où les personnes qui faisaient partie de ce comité exécutif qui a voté les attributions des Coupes du Monde ne se sont pas rendus compte de l'impact que ça allait avoir sur les années futures. Et c'est vrai qu'une Coupe du Monde qui est, on va dire, attribuée 8 ans pour la Russie et 12 ans avant le début de la compétition, ça laisse du temps pour déjà peut-être détricoter s'il doit y avoir une nouvelle mandature. Et on voit par exemple que celui qui attribue entre guillemets la Coupe du Monde au Qatar en 2022 pendant décembre 2010, c'est Sepp Blatter. Sepp Blatter n'est plus là pour justement dans ses fonctions au niveau pour l'ouvrir. Exactement. Michel Platini n'est plus là alors qu'il a voté justement pour le Qatar. Et il n'a plus de mandat électif au sein de la FIFA ou même de l'UEFA. Donc, et on voit qu'il y a un grand changement, on en parlait tout à l'heure, qui a été effectué au niveau des hommes, au niveau des organisations, qui peut-être reste toujours aussi opaque, mais qui veut faire vœu de transparence ou de nouvelles impulsions en termes de gouvernance. Mais voilà, j'ai l'impression qu'en fait, dans cette Coupe du Monde là, ils se sont dit, voilà, peut-être que c'est le plus offrant, celui qui va nous permettre, en tant que FIFA, de pouvoir asseoir cette puissance financière qui est épisodique. Mais on va dire que ces personnes-là n'ont pas su voir les tenants et les aboutissants qui auraient pu découler les années qui ensuite. Qui a envie de s'exprimer. Non, je pense qu'il y a deux raisons. Parce que la première, donc l'idée que la FIFA voulait reprendre la main par rapport à l'UEFA, par rapport à l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar, je ne suis pas très bien raisonnement et je ne vois pas très bien quelle est la logique. La vérité, ça a été attribué au Qatar pour deux raisons. La première raison, c'est une raison économique. D'abord, il faut avoir les moyens financiers aujourd'hui d'organiser une grande compétition, d'organiser une Coupe du Monde. Et il y a quand même aussi beaucoup de pays, et c'était évidemment pas le cas des États-Unis, mais il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui ont des difficultés. On voit des candidatures communes entre plusieurs pays parce qu'assumer les frais de l'organisation d'une telle compétition, c'est compliqué. Et il y avait une raison politique, mais en fait pas une raison politique géopolitique, c'est une raison politique interne à la FIFA. C'est-à-dire que à la FIFA, quand vous en êtes le président, vous avez 211 votants pour vous désigner président de la FIFA tous les 4 ans. Et que vous soyez les États-Unis ou que vous soyez Trinidad et Tobago, vous avez une voix. Et donc ça veut dire que du point de vue électoral ou électoraliste de la présence de la FIFA, on se dit qu'il faut aussi aller vers des pays qui finalement ont aussi des voix à donner le jour où ce sera l'élection et qu'on ne réfléchit pas forcément donc à l'intérêt pour le football. Concernant l'attribution de cette Coupe du Monde, moi j'ai suivi ça de très près. Au départ, il n'était absolument pas question de la faire disputer en hiver. Le projet, c'était de maintenir le programme tout à fait normal d'une Coupe du Monde disputée au mois de juillet. On se rend compte finalement que donc dans le dossier d'ailleurs du Qatar, il y avait donc la climatisation des stades, la climatisation des rues, des villes, peut-être de la planète entière, donc pour réussir à faire cette Coupe du Monde. Et puis on s'est rendu compte que c'était matériellement quasiment impossible et que c'était écologiquement tout à fait condamnable. Donc ça a mis au contraire un bazar dans l'organisation du football dont tout le monde a pâti, FIFA compris finalement.
Et là, on attaque un des autres enjeux de cette compétition, qui est l'enjeu climatique, qui en plus aujourd'hui en 2022 est d'autant plus fort qu'en 2010, au moment de l'attribution de la Coupe du Monde, qui était, je sais pas, j'entrais au collège, donc j'ai pas la notion, pour mettre en perspective, j'ai pas la notion de si c'était un sujet majeur en 2010. Je ne pense pas. Pour Greta Thunberg non plus. Voilà, par exemple, Greta Thunberg n'était pas là. Mais donc en 2022, c'est un sujet encore plus, c'est un des enjeux majeurs de cette Coupe du Monde, et ça apparaît encore plus comme une aberration. Maintenant. Alors même de la disputer en hiver, enfin en tout cas l'hiver pour là-bas qui reste du 25-30 degrés, où les stades seront pas tous, mais en partie climatisés, plus la surenchère avec d'autres événements dont on parlait, les Jeux d'hiver asiatiques en 2029 en Arabie Saoudite, dans la ville futuriste de Neom. Mais parce qu'il faut quand même bien voir les choses. L'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar, c'est un immense danger pour la FIFA. C'est-à-dire qu'à partir du moment, dès le 2 décembre 2010, où la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar, évidemment, comme l'a dit Vincent, parce que les États-Unis ont perdu, donc le FBI s'en est mêlé, mais de toute façon, ça a mis en lumière, je veux dire, l'exagération absolument invraisemblable de la FIFA qui court toujours après l'argent. Ça a commencé à détruire la valeur donc du football. Parce que tout d'un coup, ce qui était des reproches qu'on faisait traditionnellement donc aux organisations du football, de penser à l'argent, de ne pas penser évidemment au football et au sport, etc. Là, tout d'un coup, c'est devenu tellement criant, l'attribution était tellement ridicule, l'organisation de la Coupe du Monde elle est tellement ridicule que finalement, depuis 2010, le football souffre énormément de cette attribution. Mais quand on parle après du changement de gouvernance et autres, c'est bien la nouvelle gouvernance qui est passée d'une Coupe du Monde à 32 à 48. Et cette Coupe du Monde de 32 à 48, quand tu évoquais par exemple des pays de football comme le Maroc et autres, le passage de 32 à 48 rend caduque une candidature d'un simple pays comme le Maroc. Il n'est plus capable d'accueillir une Coupe du Monde avec autant de pays. Donc on est rentré dans un truc qui est encore pire. Et là, c'est plus Sepp Blatter et consorts. Hein. On est rentré dans quelque chose qui est encore pire. Évidemment, quand on revient sur la candidature, on ne peut pas imaginer une candidature qui, en 2007, 2008, 2009, 2010, pour arriver là, dit moi, je veux être candidat et je veux faire une Coupe du Monde en hiver. C'est évident que là, si elle arrive là, tous les pays européens, notamment, vont bloquer. Et donc, ça ne pouvait pas s'imaginer comme ça. Sur les sujets de climatisation, qui est un sujet aujourd'hui que je comprends tout à fait. Mais sur ces sujets-là, on n'est pas totalement honnête sur pas mal de sujets par rapport à ça. Je vais prendre un exemple qui n'est pas le Qatar, qui est la CAN. La CAN, très longtemps, on l'a placée en janvier-février parce que c'était les périodes les plus acceptables pour jouer. Là, on l'a replacée en juin-juillet. Oui, c'est en juin. C'était sur la dernière. Qui a eu lieu en Égypte. C'était en juin. Qui a eu lieu au mois de juin 2019, voilà. Effectivement. Et donc, après, elle est repassée en juin en Égypte. Hein, on est d'accord que c'est quand même pas la période la plus sympa pour jouer. Et moi, je me rappelle. Mais il n'y a pas de climatisation. Non, mais juste parce que c'était par rapport au sujet de la température, de la chaleur, etc. pour les joueurs. Moi, je me rappelle alors tu parlais du collège, je devais rentrer au lycée, moi, la Coupe du Monde en 86, au Mexique. D'accord. Je me rappelle qu'on a fait jouer des matchs à 13h au Mexique pour avoir des horaires favorables pour les Européens. Moins défavorables. Et 13h au Mexique en juin, c'était chaud. Hein. Donc, la prise en considération, par exemple, du bien des athlètes, ça n'a pas toujours été le cas. Et sur le sujet de la climatisation, pour arriver sur ce point-là, moi, ce qui me gêne, et je comprends le sujet climatique, je comprends ça, mais on pointe du doigt des régions qui vont se protéger du chaud en mettant du froid pour continuer à pratiquer, alors que dans nos pays ou dans nos régions, on peut mettre du chaud quand il fait froid pour pratiquer. Moi, j'ai fait ma thèse au Canada. Je suis désolé, si on peut jouer au soccer du 1er janvier au 31 décembre au Canada, c'est bien parce qu'on a des stades couverts par endroit. On a des problématiques différentes. À partir du moment où c'est pas fait avec notre argent et qu'ils gèrent le système, pourquoi leur reprocher d'avoir des infrastructures qui leur permettent de pratiquer malgré des problématiques climatiques, là où nous... Le seul problème, je pense que c'est sur que les structures ne sont pas encore existantes, peut-être. Non, mais après ça... En résumé, si on a de l'argent, on peut polluer autant qu'on veut. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. En revanche, nous,
on a pollué pendant 2 siècles. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et maintenant, on se permet de donner la leçon aux autres en disant arrêtez C'est de vrai polluer. qu'on aime bien donner la leçon. Ah, voilà. Donc, Ce qui ne veut pas dire quand même qu'il faut faire une Coupe du Monde Oui. climatisée. C'est Non, pas parce c'est- qu'il y a eu c'est- des bêtises pendant 2 siècles. non, pendant 200 ans, non, quoi, mais ça qu'il devrait faut- nous amener à être un peu plus humbles et dire, s'il vous plaît, ne faites peut-être pas autant d'erreurs que nous-mêmes on en a fait. Oui. Déjà, c'est pas ce qu'on dit. Mais Tu crois que le la FIFA, fait, elle aurait pu contrôler tout ça ou pas du tout? la FIFA. Ouais. C'est la FIFA qui décide. En fait, pour moi, l'erreur de la FIFA, c'est d'avoir attribué une Coupe du Monde à un pays qui devait tout construire. C'est-à-dire que si elle avait attribué la Coupe du Monde au Qatar, plus aux Émirats Arabes Unis, etc., pour répartir et qu'il n'y ait pas 8 à 10 stades à construire et 30 ou 40 000 chambres d'hôtel à construire, eh bien, on aurait moins de sujets. Parce qu'on aurait été plus... Mais le fait que la FIFA aille dans cette région-là pour soutenir le développement de son sport, pour moi, c'est pas une aberration. C'est le fait que là, on était sur un seul pays, petit, qui devait tout construire. Donc là, pour moi, c'est ça l'erreur. Mais le fait qu'elle bascule de 32 à 48, elle rend le truc encore plus compliqué à l'avenir. Je suis d'accord. Plus compliqué à l'avenir. Sachant qu'elle avait envisagé de pouvoir le faire aussi sur cette Coupe du Monde-là avant qu'il y ait un chemin arrière de... Non. Elle a voulu le faire Elle a envisagé. Je pour peux un dire qu'elle sujet, a- pour un sujet diplomatique. Elle s'est dit à un moment donné, peut-être que si je passe de 32 à 48 en embarquant d'autres pays du Golfe, je vais descendre la tension qu'il y avait avec l'Arabie Saoudite notamment. Elle a voulu jouer une carte diplomatique en disant moi football, business. moi Mais football, je peux, qu'il faut je savoir, peux régler c'est- des problèmes. Ça peut paraître très inquiétant, mais les dossiers de candidature sur l'organisation de ce type de compétition, notamment d'une Coupe du Monde, ça ne sert strictement à rien. Il y a des mois, des années d'études, on paye des cabinets des dizaines de millions pour établir donc, des projets, etc., qui, une fois que l'attribution est faite, d'ailleurs les gens qui votent, je peux vous dire, ne les lisent même pas. Ils écoutent vaguement donc quelqu'un qui vient en faire un compte-rendu, et évidemment le compte-rendu est favorable, etc. Et c'est absolument pas ça qui détermine donc le pays à qui on va attribuer la compétition. La preuve, parce que sinon, si vous vous penchez sérieusement sur un dossier de candidature du Qatar pour organiser une Coupe du Monde en 2022 en été, normalement il vous suffit de 5 minutes pour dire c'est pas complètement ridicule, on va pas le faire. Donc ça veut dire que ce sont d'autres raisons qui dominent donc, à ces décisions-là. Et on a vu ça aussi dans d'autres secteurs. Hein. Là, on est sur la Coupe du Monde pour les Jeux Olympiques. Hein. On a connu ça. Et puis d'ailleurs, une fois que l'attribution est faite, on a complètement un dossier qui change complètement par rapport à ce qu'il était initialement. Les JO Pékin d'hiver, là, c'est un autre exemple. Mais à noter que depuis le choix de la candidature du Canada, Mexique, États-Unis, dans cette candidature, enfin dans l'appel à projet, l'appel à candidature, il y a un nouveau critère qui est rentré en ligne de compte qui n'existait pas auparavant, c'était ce fameux respect des droits de l'homme des travailleurs. Alors est-ce qu'il est vraiment zioté, regardé, observé par la FIFA? Ça c'est la question, on n'est pas dans le secret des dieux, mais c'est une petite avancée de la FIFA. Est-ce que c'est la communication? Ça peut être aussi de la communication, de l'ajouter publiquement, de se dire qu'on rajoute un Ce critère. qui est assez comique, c'est qu'on a attribué cette Coupe du Monde aux États-Unis, Canada, Mexique. États-Unis, Mexique, au moment où il y avait le projet de mur entre les États-Unis et le Mexique. Oui, ça fait partie. Oui, mais ça fait partie des. C'était des cocasse. contradictions, oui, Il y a bien sûr. quelque chose qui a changé depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar et à la Russie d'ailleurs en même temps. 2010, c'est le mode d'attribution. Alors on peut penser que ce sera positif puisque donc il y a eu tellement de polémiques autour de cette attribution qu'à la FIFA on s'est dit, je crois que c'était en 2013, on va changer le mode d'attribution et ce ne sera plus seulement le comité exécutif, c'est-à-dire une vingtaine de membres qui vont voter et décider à qui on attribue une Coupe du Monde, mais ce sera l'ensemble des pays, les 211 qui font aujourd'hui partie de la FIFA. Donc ça paraît beaucoup mieux, beaucoup plus démocratique, sauf que Ça c'est paraît. 10 fois pire. Ouais, c'est clair. C'est 10 fois pire parce que je peux vous dire, pour les fréquenter beaucoup, il y a énormément de corruption, il y a énormément d'intérêts particuliers et les 211 présidents de fédération qui sont approchés durant des mois et des années, donc avant l'attribution, avant un vote comme ça, je peux vous dire que là aussi, s'ils vont voter pour un pays plutôt qu'un autre, c'est pas parce que c'est pour l'intérêt du football, c'est pas parce que c'est pour le développement du football et c'est pas parce que c'est le meilleur dossier qu'ils ont eu entre les mains. Mais oui, mais c'est toute la limite du modèle sportif, de la gouvernance du sport international, même national d'ailleurs. C'est-à-dire que ce système qui se veut démocratique, son biais, c'est que on connaît, contrairement au système démocratique politique que l'on peut avoir dans nos pays, on est capable de discuter avec tous les votants.
On connaît tous les votants. Donc, mais rappelons-nous Tony Blair. On parle de l'Angleterre, qui, pour avoir Londres 2012, a été dans sa chambre d'hôtel, a invité chacun à passer et poser une question toute simple. Qu'est-ce que tu voudrais pour voter pour Londres ? On est d'accord. Et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est que des attributions qui ont été sujets à questionnement, il y en a, j'aurais tendance à dire que peut-être pas toutes, mais une bonne partie. Mais Oui, c'est vrai que c'est bien de préciser que c'est pas forcément que certaines parties du monde qui peuvent pratiquer cela et qu'on n'est pas non plus nous des enfants. non, donc, oui, Mais par contre, la différence, c'est les conséquences. C'est les conséquences de la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. Par exemple, quand une Coupe du Monde, même imaginons quand la Coupe du Monde en France en 1998, il y a eu de la corruption pour l'attribution en France. Quelles ont été les conséquences pour la planète, pour les droits de l'homme en France ? Il n'y a pas eu de rapport derrière catastrophique. Là, ce qui se passe au Qatar en ce moment, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur le climat, sur l'environnement. Oh non, faut arrêter. Ça peut participer. Non mais non, on peut pas dire aujourd'hui. on va pas perdre 10 ans de vie. On va pas perdre 10 ans de vie à cause d'une coupe de vie. J'avais pas terminé. Il y avait cet aspect climatique. Je reste sur ça. Que ça peut être bien sûr, c'est un enjeu. Donc, est-ce que pour toi faire un euro comme l'Euro 2021 dans 12 pays à faire tourner tout le monde. La question se pose aussi pour la Coupe du Monde en 2026 avec 3 pays avec des voyages. Donc, non mais ça bien sûr. Bah oui. Mais ça participe, là cet événement au Qatar participe de plus en plus. D'accord. Donc il y a l'aspect climatique dont j'évoquais et il y a surtout l'aspect des droits de l'homme, des ouvriers, des salariés. Et ça c'est une question qui par exemple, là on parlait de l'Euro 2021. Les stades dans lesquels les nations ont joué, la plupart étaient déjà il me semble construits, voire bien avancés dans leurs travaux. Et ça n'a pas engendré derrière de catastrophes humaines. Donc là on parle d'humains, de personnes qui ont perdu la vie. De drames et climatiques. Alors en effet il y a eu l'avion, mais... Là, ce qui va se passer au Qatar avec des logements qui vont avoir lieu en dehors du Qatar pour aller voir juste un simple match en aller-retour, ça pose question. Ça participe toujours plus au dérèglement climatique. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Par exemple, dans des compétitions, là, par exemple, on a pointé du doigt, à juste titre, les sujets sur les principes demandés par l'État du Qatar sur la vie personnelle des gens, c'est-à-dire sur les orientations sexuelles, etc. Bon, et j'entends qu'on réagisse. Personne n'a réagi ou si peu sur tous les problèmes qu'il y a de prostitution autour des compétitions, sur les euros passés, sur les Coupes du Monde passées, etc. Est-ce qu'on peut vraiment comparer ? La comparaison me paraît quand même audacieuse. Mais c'est beaucoup d'anecdotiques. Mais non, c'est pas anecdotique. Quand tu parles, c'est important, bien sûr, c'est important. Sur l'Euro 2012, en Pologne, Ukraine, vous trouvez ça anecdotique ? Non, mais la mise en perspective, en fait, si on met en perspective deux choses. Mais non. Il y a une échelle. Pourquoi je dis ça ? Mais non. En fait, moi, sur ce sujet-là, à chaque fois qu'on m'interroge, ce que je dis, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point actuellement, en pointant du doigt, mais des choses qui sont justes, le sujet du climat, je dis pas que c'est pas juste, le sujet des droits de l'homme, je dis pas que c'est pas tout ça c'est juste, mais en ne le faisant qu'en pointant du doigt, sans jamais se remettre en cause sur nos pratiques à nous, occidentaux, on ne se rend pas compte. Je trouve quand même un peu osé la comparaison. Là, on parle quand même de pays. Juste pour terminer, on parle de pays démocratiques. Non, Étienne, juste pour terminer. Une dictature avec des règles de vie qu'on ne souhaiterait pas chez nous. Un peu étonné quand même de la comparaison. Non, c'est pas ça. C'est que moi, ce que je veux dire, c'est le métier de consultant, qui a été le mien et qui est le mien, ça a été de faire un peu le tour du monde. Et sincèrement, la première chose que j'ai vécue en tant que consultant français, c'est qu'on ne cesse de me dire, vous les Français, vous êtes des donneurs de leçons. En permanence. Oui, mais ça n'excuse pas. Oui. Mais juste pour aller au bout de mon propos. C'est qu'en fait, il faut accepter aussi que d'autres parties du monde puissent voir l'organisation de la société différemment que nous. Et quand nous, on pointe du doigt, j'évoquais tout à l'heure le sujet de la pollution, effectivement qu'on peut les pointer du doigt sur eux. Mais ils peuvent très bien te dire, et c'est le problème de l'Inde et de la Chine, quand on leur dit arrêtez de polluer, ils te disent, si vous êtes des pays développés aujourd'hui, c'est parce que vous avez pollué pendant 2 siècles, les amis. Et est-ce que c'est faux, ça ? Et quand derrière le monde arabe, parce que derrière le Qatar, on pointe du doigt le monde arabe sur sa relation à la parité homme-femme, sur ses règles de société, on les pointe du doigt. Et quand derrière, nous, on n'est pas irréprochables, nous occidentaux, j'entends, on parle là du sujet des droits de l'homme. Aux États-Unis, il y a encore de la peine de mort.
Non mais c'est. Oui. Ça a été Non, mais on un- peut- Non mais Vincent, là, ça on t'a laissé parler pendant un bon moment. Ouais. Je suis pas sûr qu'on te rende complètement service d'ailleurs en te laissant poursuivre à ce point-là, donc sur une comparaison qui me paraît quand même limite un peu gênante. Tu es en train de comparer donc les États-Unis, un pays démocratique où il y a aussi plein de soucis, mais qui est un pays démocratique où on vote pour élire ses représentants, où on protège les minorités, avec un pays où on réprime donc l'homosexualité, où les femmes n'ont pas de droit ou très peu. Je pense que la comparaison doit quand même s'arrêter à un moment donné. C'est-à-dire qu'évidemment, on est parfois des donneurs de leçons, ce qui n'empêche pas de dire que attribuer une compétition dans un pays où les droits de l'homme sont pas respectés, où les travailleurs immigrés meurent en construisant donc les bâtiments, où l'homosexualité est réprimée pénalement, évidemment, mais moi, je te dis pas que je suis pour. ce n'est pas souhaitable. Et nous, on n'a pas des pays, même si on a beaucoup de défauts, qui sont à ces niveaux-là. On n'est pas à ce niveau-là, certes, mais c'est pas. Je cherche pas à jouer la comparaison. Mais ce qu'on n'imagine pas, c'est de la façon dont c'est perçu de l'autre côté. En fait, on n'a qu'une. Moi, ce que je dis, c'est attention, on n'a qu'une lecture des événements. Et une lecture qui ne fait que entretenir un mur d'incompréhension entre différentes façons de voir la vie en société. Je ne défends pas, moi, la façon de voir la société des autres. Elle me convient pas. Moi, je suis très bien à vivre en France dans nos règles de vie. Moi, ça me va. J'ai pas de problème par rapport à ça. Mais je dis attention parce que on est en train d'expliquer aux gens dans d'autres sociétés la façon dont ils doivent vivre. Et ça va 30 secondes. J'ai entendu très peu de personnes dire comment il faudrait vivre au Qatar. Au Qatar, oui. Là, les seuls, ce qu'on entend aujourd'hui, que ce soit dans les médias, les journaux, à la télévision, c'est tout simplement le respect des droits de l'homme. C'est pas dingue. Hein, ça Et me des paraît pas. Et des travailleurs aussi. Mais les travailleurs. Oui, bien sûr. Si on prend le cas des travailleurs qui sont morts, qui les employait? Non, mais si c'est la rengaine des entreprises françaises qui salarient. Mais c'est faux ou c'est vrai? Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Il y a une partie en effet d'entreprises françaises qui sont implantées au Qatar et qui salarient. Ou pas que des entreprises françaises, des entreprises occidentales. Mais ça n'excuse pas, ça ne justifie pas le fait. Enfin, je vois pas. Le raisonnement, je ne le comprends pas. C'est assez simple. Si tu dis, moi, je suis une entreprise française et j'ai mes règles de. Il m'est arrivé, moi, sur ce genre alors, pas sur le sport, mais de travailler avec des groupes français qui avaient des employés dans le monde entier et qui essayaient à un moment donné d'harmoniser les conditions de travail de l'ensemble de leurs collaborateurs. Pourquoi nos entreprises de BTP qui ont travaillé là-bas n'ont pas fait ça? Oui, mais la question justement, ces entreprises de BTP qui sont installées dans d'autres pays, est-ce qu'ils font la même chose? Non. Donc, c'est bien, il y a une à ce moment-là, il y a une causalité entre le lieu, donc le pays qui est le Qatar. Acceptons de ne pas justement, poser candidature pour parce que les règles sociales qui existent au Qatar ou qui n'existaient pas au Qatar permettaient simplement l'exploitation et ensuite parfois malheureusement la mort des ouvriers. Je veux dire que les mêmes entreprises, quand elles exercent en France, il y a des problèmes, mais pas à ce point-là. Même en Australie ou peu importe. Je connais certaines entreprises françaises qui travaillent sur ce territoire-là, qui ont imposé leurs règles de fonctionnement d'une façon générale. Justement, il faut les pointer du doigt. Tout ce qu'on se dit là, est-ce que on est à quelques semaines de la Coupe du Monde, est-ce que ça s'appelle jusqu'au boycott? C'est ça, moi, c'est là où je suis un peu surpris. Il y a plein de choses qui se passent, on est d'accord, politique, économique, écologique, etc. Là, on a quand même des villes françaises qui, alors, pour plein de raisons, qui veulent plus mettre d'écran géant, qui commencent à dire on va arrêter ici, on va arrêter ça. Enfin, on va où, quoi? On est quand même sur du sport, on est quand même sur une manifestation qui se veut être certes planétaire, mais dans un respect avec des joueurs sur un terrain. Est-ce qu'on va pas trop loin par rapport à sur le boycott des villes? Je pense qu'on peut aller très vite là-dessus. On est en plein mois de novembre pour le mois de décembre. Est-ce que vraiment l'intérêt de la population, c'est de se rendre sur la place publique, enfin sur c'est un coup de com'. Sur les grandes places. C'est plus sur l'opportunisme. Voilà. Et là, je pense qu'il n'y a pas de grand débat là-dessus. Personne ne regrettera d'aller voir Argentine. Non, mais il y a tout de même énormément là pour le coup d'hypocrisie. Bien sûr, oui. Des politiques françaises. Quand à la mairie de Paris, donc on vous explique qu'il faut pas mettre d'écran donc pour regarder cette Coupe du Monde parce qu'elle a lieu au Qatar et que vous êtes un week-end sur deux donc dans la corbeille du Parc des Princes parce que l'investisseur numéro 1 donc vous a permis d'avoir un club avec des stars mondiales et que vous vous en félicitez tous les jours. Donc il y a une espèce de deux poids deux mesures qui
qui est même pas insupportable, qui est juste ridicule et presque grotesque. Effectivement. Mais après, c'est vrai que pour la question du boycott, je pense pas que ce soit la solution qu'il faille pour pouvoir C'est un mettre. peu tard surtout. C'est ça, trop- ouais, c'est c'est beaucoup ça. trop tard, C'est effectivement. trop tard, ouais. C'est vrai qu'il y avait eu plusieurs portes de sortie pour pouvoir se dire tiens, on change de pays organisateur, ça n'a pas été fait. Et c'est pas au moment où le président de la FIFA réside au Qatar dans le cadre de l'organisation de cette Coupe du Monde qu'on va demander le boycott à, allez, même moins de quelques mois de la compétition. Mais vous pensez que si toutes les affaires étaient sorties plus tôt, même si... Mais elles sont sorties, En elles sont 2013, sorties, France David. Football en 2013, Ouais, mais- c'est pas le complément d'enquête qui a repris Ouais, beaucoup on est d'accord, d'informations je suis d'accord de avec France toi. Football qui Il y va... a 9 ans de différence. hein, Mais, ouais. mais est-ce qu'on aurait pu changer de pays ? Est-ce que la FIFA se serait permis à un moment, après le vote, de dire allez, on change tout, on repart aux États-Unis ou on va au Maroc, tiens ? Est-ce qu'ils auraient Je pu peux le vous faire dire que la question s'est posée C'est quand posé, même. ouais. La question s'est posée. Après, ça a phosphoré beaucoup. Quels étaient les inconvénients et les avantages de ce changement-là, mais il a été évoqué. Et il y a même eu une tentative, entre guillemets, de convaincre le Qatar, finalement, de renoncer, peut-être pour revenir plus tard, etc. Parce que, évidemment, ça posait des problèmes. Déjà, le problème d'organisation du football international, je suis parce que d'accord. là, ça a mis un bazar absolument intégral. Et puis, on sentait bien que cette Coupe du Monde était très mal née. Bon, le Qatar Il a n'a bougé. absolument pas bougé d'un iota. Il a d'abord eu beaucoup de mal déjà à accepter donc, le changement de période sur cette Coupe du Monde, qu'il a fini par accepter un peu contraint et forcé. Mais sur l'organisation, la diplomatie, pour eux, c'est extrêmement important. Ce sont des gens qui ont aussi beaucoup de pouvoir, beaucoup sûr. d'intérêt dans beaucoup de pays du monde. Et je peux vous assurer qu'ils les ont fait jouer à ce moment-là pour rester attributaires de ce mondial. Alors on fait quoi maintenant ? Maintenant, On fait est quoi pour à... le Qatar ou on fait quoi Non, 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 entre nous. On est entre nous. Mais on est à quelques jours de la Coupe du Monde. On fait Moi, je vais quoi regarder les matchs. Hein. C'est vrai, tu vas les regarder quand même ? Je suis très très critique, vous l'avez compris, envers cette Coupe du Monde au Qatar, mais je vais regarder les matchs et je vais même les regarder avec plaisir. C'était la question. Mais, Là, on par critique exemple, plein de choses. Je On suis va tous accrédité regarder. à la Coupe du Monde, je vais me rendre au Qatar, c'est pas y aller que de cautionner, ça non, ça mais n'a je te rejoins, aucun, Tito, ça y a n'a pas de aucun lien. problème. Non, non, mais Tu vas c'est pour la les pratiques, position, tu c'est-à-dire vas que non. pour... Et c'est pas parce que tu regardes que tu cautionnes non Bien plus. sûr, bien sûr. et Mais c'est ça qui me gêne. la posture du boycott. Par exemple, il y a un grand acteur français qui en septembre a été un des premiers sur un plateau de télévision qui s'appelle Vincent Lindon, que tout le monde connaît, qui a été un des premiers à appeler au boycott, c'est-à-dire qu'il ne regardait pas la Coupe du Monde. Il l'a fait pile au moment de la promotion de son film. Alors. Non mais il l'a fait. Non mais il l'a fait. C'est peut-être Il une aurait question pu- qui est passée Il aurait aussi. pu le faire au début de l'année 2022 par exemple. sûr, t'as Pourquoi pile au moment où il est invité. Enfin voilà. Donc ça fait partie des choses qu'il faut rappeler. C'est un opportunisme comme disait Étienne, c'est un opportunisme qui existe. Non, justement, Mais parce après- qu'en fait, Moi, je parlais pas de Vincent Landon, je parlais d'Anne Hidalgo plutôt. pour la mairie de Vincent Paris. Lindon n'est pas encore le maire de Paris, mais Mais en fait, justement, Bien sûr. sur la question du boycott, je pense que pour ceux qui suivent régulièrement le football et le sport en général, vont suivre, on va dire, les résultats, les sûr. matchs de cette Coupe du Monde. Maintenant, Bien il y a sûr. une question qui va être très importante. Du fait que cette Coupe du Monde, elle soit en hiver, du fait qu'il y ait ces polémiques qui ressurgissent à quelques semaines du début de la compétition, c'est l'intérêt du grand public. Mais Non, mais les audiences, la clé, c'est l'équipe de Comment il France. sera là Mais justement, La clé, c'est mais non. Si l'équipe de France est performante, il n'y a pas de débat. Non, détrompez-vous, parce que, encore une fois, Non, non. l'indifférence Non. par rapport à cette compétition, il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui Non, moi, je veux- j'allais dire, l'intérêt que Moi, je veux bien parier. les gens ont par rapport Allez, à on cette parie. compétition. Je veux bien parier, si à la- l'équipe de France est performante, il y a zéro Non, et débat. surtout à la télévision, le mois de novembre, l'hiver est plutôt profitable à la télévision, aux audiences. C'est les gens sont Exactement, c'est chez une eux. meilleure période Bien sûr. Donc, Non. du point de vue des audiences. les gens seront chez eux, donc donc. le mois de Juste- juin et juillet. bien sûr. Justement, mais les gens sont au travail à cette période-là. Et donc, du coup, regarder un match Le soir. à 16h, entre autres, est-ce que voilà, je rate Toutes les ces Coupes du Monde, rencontres-là? toutes les Coupes Non, du il Monde, faut. il y a des matchs à 16 Oui. heures. Non, mais Ouais, bien on sûr, en bien Russie, sûr. il y a des matchs à On 14 heures. extrapole un on peu est les choses. en hiver, il faut pas sous-estimer encore une fois les gens parce que là, ce qui fait la popularité du foot, c'est celui qui suit le football peut-être une fois tous les 4 ans. Ah, pas Il celui y aura qui de suit tous mauvaises les jours. audiences si on n'est pas bon. Mais C'est tout. pas fort, Ça, on est mais d'accord. c'est que 7 matchs, les matchs de l'équipe de France. Donc il y en a encore d'autres après. Il y en Ouais, a mais 57 autres. Mais qu'il tu faudra regarderas, regarder aussi. tu regarderas tes adversaires potentiels, Alors là, ça. vraiment, Donc, Mais si la médiatisation, elle est bonne, et que TF1 et tous les diffuseurs, ils font un Mais carton... TF1 et Beansport ont payé, donc Et ils là, vont mais- diffuser. non, Là où Vas-y, mais je donc, je remonte pense ma que question. sur après. l'analyse, je la partage pas parce que la période novembre-décembre est finalement plutôt bonne, comme on l'a dit, pour les télés. En revanche, les audiences, moi, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un climat qui est en train de se créer qui culpabilise un tout petit peu les gens qui vont regarder. Donc, c'est vrai que l'entraînement, c'est-à-dire l'espèce d'effervescence, le moment où on pense un peu plus à rien et on se dit, bah voilà, c'est la Coupe du Monde. On est
uniquement dans le plaisir. On oublie qu'on soit chef d'entreprise ou ouvrier sur une chaîne de montage. Et ben voilà, on est juste des fans de foot, etc. Cette insouciance-là, pour l'instant, on l'a pas. Après, évidemment, chaque pays, si sa sélection nationale performe, bon, je pense que ça s'oubliera assez vite. Et si la médiatisation est forte, que TF1, eh bien, ils font des audiences de malades. Que la FIFA découvre que la publicité, elle est présente et qu'il y a plus d'argent. Mais en ils seraient prêts à changer leur modèle, à votre avis? Et dire, changer quel modèle, dans quel sens? de mettre l'hiver tout le temps. Ah, ça, je sais pas. Je sais pas, mais en fait, là, le climat fait qu'en fait, ce que ça change pas les droits télé. Ils ont été achetés et ils vont être opérés. Et même régie publicitaire, ça ne change rien. TF1 et l'équipe. Ah non, l'équipe. En fait, je pense que ça a un impact sur certains annonceurs. Les annonceurs, les partenaires, eux, ils sont là, ils ont payé et ils vont exploiter. C'est sur ceux qui font ce qu'on appelle de l'embouche marketing, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'être autour et de surfer dessus. Eux, ils attendent un petit peu de voir comment ça va se passer pour réellement le faire. C'est juste ça, et qui fait que du coup, pour les diffuseurs, il y a une part de risque. Et pour les annonceurs, en revanche, c'est très négatif. C'est-à-dire, cette Coupe du Monde au Qatar, vous avez beaucoup aujourd'hui, par exemple, de partenaires de l'équipe de France qui ne préparent pas d'opération. Normalement, évidemment, vous êtes partenaire, vous payez quand vous êtes un partenaire majeur, vous payez au moins 5 millions d'euros par an pour être autour de l'équipe de France. Et quand arrive la Coupe du Monde, normalement, c'est royal au bar. Bien sûr. Et on en fait, et on en rajoute, etc. Aujourd'hui, c'est peut-être un concours de faire le moins possible pour le Qatar. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il y avait même des partenaires qui n'ont même pas d'invités, il n'y a pas d'hospi, il n'y a rien. Orange EDF, par exemple, je crois le Crédit Agricole, il n'y aura pas de place en stade, etc. C'est fou, alors que c'est l'événement où tu vas et puis tu t'amuses. Et puis après, il y a aussi une donnée importante en termes de médias, puisqu'on parle aussi de la guerre entre le groupe TF1 et le groupe Canal+, sur la diffusion. Ça va se régler, ça, comme par pour l'instant, on est parti sur une guerre de long cours entre les deux groupes à ce niveau-là. Donc du coup, et ça a eu des conséquences sur les audiences de l'équipe de France. La réponse est à ta gauche. Clairement. Il y a un nouveau dirigeant qui arrive à TF1. Il y en a qui arrivent. On verra bien comment ça va se dégoupiller. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi, je suis curieux de voir les audiences de la Coupe du Monde et de voir s'il y a entre 2018 et 2022 les mêmes audiences ou même par rapport à 2014. Moi, je suis déjà curieux de savoir quelle va être notre équipe de France et dans quel état de forme. Je pense avec combien de joueurs, oui, effectivement. Les joueurs, de haut niveau, on va dire. Voilà, c'est parce que la clé, elle va être là. Sincèrement, elle va être là. Si l'équipe de France a une performance liée à son talent, parce qu'on a du talent, c'est-à-dire que on fait partie des favoris, ça ne veut pas dire qu'on va la gagner, mais ça peut aussi mal se passer. En 2002, on avait une très belle équipe de France, puis on n'est pas sorti des poules. Donc effectivement, là, si jamais on avait un scénario comme 2002 qui venait à se produire, là, ça serait un fiasco. Mais tu penses que les résultats vont avoir un impact sur vie, la vie. Je pense que le boycott, c'est peut-être pas le bon terme, mais la vie de cette Coupe du Monde en France. Ça peut effacer un peu tout ce qui s'est passé avant, ou ce sera encore présent, mais on va dire allez, c'est bon, c'est pas grave. Ça va aggraver. Ça va aggraver ou faire. Ok. La Coupe du Monde reste un grand événement. Bien sûr. Que ce soit au Qatar, finalement, pour l'opinion publique. Si la France se met en effet à gagner, il y aura du monde sur les Champs-Élysées à coup sûr. Même en hiver. Mais après le match, pas pendant. De toute façon, il n'y a plus d'hiver. Donc... Oui, c'est ça. Voilà, c'est vrai que là, on est bien et il fait chaud. À votre avis, soyons le plus optimiste du monde. La France, elle gagne. Il se passe quoi derrière pour la France en tant que pays, en tant que sélection, en tant que vie sportive? Bon, on dit plein de choses sur le foot. Ça fait longtemps quand même qu'on se fait plus énormément d'illusions sur les retombées entre guillemets positives, qu'elles soient sportives, sociologiques, politiques, d'une victoire dans une grande compétition. On l'a cru à un moment donné. On était persuadés en 98. Je vais pas pour vous refaire la France black blanc beurre, etc. Ça a duré très peu de temps et quand on a gagné en 2018. L'exemple récent. Franchement, il s'est rien passé de particulier. Le soir, c'est génial. Puis après, c'est fini. Quoi. Voilà. En 2018, déjà par rapport à 98, c'était pas chez nous, c'était pas à la maison. Ça, je pense que ça a un impact majeur quand l'événement est chez toi. L'Euro 2016, on aurait pu la gagner, ça aurait été mieux, mais déjà, il y a une effervescence qui est plus forte quand c'est à domicile que quand c'est ailleurs. Et puis, malheureusement pour 2018,
si on regarde bien, une semaine après, il y a l'affaire Benalla et on rentre dans une polémique politique et on n'est plus dans une atmosphère positive et on va le traîner comme un boulet. Et donc l'euphorie a été très faible ou très peu de temps, quelque chose d'éphémère. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire du football ou du sport l'alpha et l'oméga d'une politique d'un pays. Je pense quand même que la performance sportive a un impact sur le moral des gens. Et sur le moral, c'est un point qui est important parce que, en termes économiques, le moral a un impact sur ton envie de consommer ou pas. Donc, ça serait quand même mieux. Ça ne veut pas dire que ça va régler le problème de la crise économique, c'est pas vrai. Mais on serait mieux à gagner qu'à se faire sortir en poule. Ça, c'est clair. Maintenant, j'espère qu'à Matignon et à l'Élysée, on a d'autres hypothèses pour redresser l'économie du pays. Ce serait bien. Que de donner les clés à Didier Deschamps, même si je veux croire qu'il va bien travailler. Mais la question, c'est surtout si la France l'emporte, est-ce qu'ils vont faire une danse dans le vestiaire avec Vladimir Poutine, enfin en tout cas avec l'émir du Qatar, comme ils l'ont fait avec Vladimir Poutine. La question se pose aussi. Oui. Parce qu'à l'époque, ça faisait rire tout le monde. Aujourd'hui, en mise en perspective, c'est un petit peu plus délicat. C'est un peu plus délicat. Controversé. Voilà. Étienne. Bon, déjà, je suis pas persuadé que l'émir du Qatar s'invite dans le vestiaire du champion du monde parce que c'est une personne qui quand même reste beaucoup dans son coin et il se mêle pas comme ça très facilement à ses semblables. On est d'accord. Si on reprend un peu le fil de notre discussion sur les grands événements internationaux, Qatar, ok. On sait que la France va accueillir dans quelques mois aussi 2 très beaux événements, rugby d'un côté, JO de l'autre. Est-ce qu'on peut apprendre du Qatar ou pas ? Je pense que l'expertise que la France a déjà des grands événements sportifs depuis maintenant plusieurs décennies à ce niveau-là fait qu'en fait on va se poser la question d'être peut-être un anti-Qatar, peut-être dans la façon de voir la compétition, mais surtout pour éveiller la conscience des personnes lambda qui suivent le sport ou qui le suivent peut-être avec un peu plus de distance, de se dire que le Qatar, ça va être peut-être le dernier grand événement sportif avec justement donc après les Jeux d'hiver en Asie, c'est des jeux d'hiver locaux. Ils ont pas la même portée que l'Asie. Et puis l'Asie surtout. C'est les jeux d'Asie d'hiver. Oui, mais l'Asie c'est quand même un sacré continent. C'est un grand continent, mais on va dire que j'invite peut-être l'équipe ou une autre chaîne à diffuser ces jeux-là sur leur chaîne. Mais quand tu confies les JO de Brisbane en 2032 à Brisbane, tu vas voir des sujets d'infrastructure, etc. Non, si on regarde la Coupe du Monde de rugby, forcément, en 2007 déjà, il n'y avait pas de stade à construire, il n'y en a toujours pas là. Donc en fait, on construit sur l'existant. On va organiser sur l'existant. Donc pour moi, en plus avec une équipe de France qui est performante, en ce moment, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne vois aucun nuage à ce stade. Et le comité d'organisation a noué un partenariat avec la SNCF pour privilégier les bien sûr. en train. Donc c'est une volonté. À part les quelques affaires rugby, on en mais bon, ça c'est fini et au revoir. C'est pas le débat aujourd'hui. Elle va bien se passer. Elle va bien se passer. Elle est dans un environnement qui est maîtrisé, existant, avec une performance. Il faudrait quand même une hécatombe pour que notre équipe soit plus performante. Qu'elle gagne, ça c'est encore un autre débat, mais elle sera performante. Les JO, ça va être plus compliqué pour moi parce que même si on n'a pas beaucoup d'infrastructures à construire, parce que c'est une chance. Et qu'on a du temporaire, et dans le temporaire, on a, avec GL Event, un expert mondial en France, on a un savoir-faire. On a un savoir-faire sur les infrastructures, sur la capacité d'accueil, hôtellerie et autres. On est quand même un pays qui est, avec le tourisme, qui a un atout là-dessus. Là aussi, le Qatar ne l'avait pas. Donc, multiplier les facteurs de risque ou des besoins et de tensions, on n'a pas ces tensions-là. En revanche, moi, je pense qu'on risque de ne pas avoir la dynamique sportive parce que avoir une équipe de France performante dans des JO, c'est au moins 10 ans de préparation. Et donc, sincèrement, là, nos athlètes, notre équipe de France va faire ce qu'elle peut, mais on va être assez loin du succès pour les Anglais, du succès des autres pays qui ont accueilli dernièrement. On va être assez loin, malheureusement. Et puis après, moi, ce qui m'inquiète, c'est le sujet sécuritaire. Ah bah là, on a eu une première vision quand même. Hein. Non, mais parce qu'on est dans une tension et des Jeux Olympiques,
si on veut avoir le mauvais esprit, c'est la plus belle fenêtre de tir. Bien sûr. Ah bah, je Et te rejoins. c'est cette partie-là, moi, qui m'inquiète le plus, qui n'est pas liée à notre capacité d'organisation, hein, qui est liée au climat ambiant. Gérald Darmanin l'a dit lui-même en début de semaine que c'est oui, bien sûr. Mais... Étienne, C'est pas ce on qui aura s'est une passé question autour de la finale de la Ligue des Oui, Champions qui qui peut rassure être tout le monde. rassurant Qui parce rassure tout le que monde, Gérald Darmanin, je sais pas ce qu'il dit, mais quand il s'agit d'organiser cette finale-là et une commission d'enquête au Sénat, donc l'a montré, donc c'est du côté de la France qu'il y a eu des faillances. Mais de on plus. peut quand même espérer que les Jeux Olympiques en France aient une meilleure portée, un meilleur héritage que la Coupe du Monde de football au Qatar. En tout cas, Ça, c'est sûr. je pense qu'on peut humblement le souhaiter et l'envisager. Si ça permet de donner l'envie aux Français d'être plus sportifs au quotidien, mais moi je te rejoins. Seulement, on ne le verra que dans 5 ou 10 ans, ça. Parce que L'héritage, non, mais bien sûr. la différence, c'est qu'il y a des héritages. Quand tu construis un stade, l'héritage, tu le vois tout de Tout de suite. suite. Nous, on est sur un héritage qui va prendre 5 ou 10 ans Bien sûr. à être palpable. La France est un pays déjà ultra développé, donc c'est plus sur, en effet, Oui. les mentalités, Ouais. Et- l'éducation au sport, bien sûr Les que ça se joue. pépites qui vont peut-être émerger Aussi. là pour Aussi. les JO vont peut-être aller plus loin après, puis Ah. devenir champion du monde et pourquoi pas autre chose. Il nous reste que 2 minutes, les amis, c'est passé à une vitesse folle. Hein. C'est vrai qu'on arrive à la fin. J'ai reçu une question sur. C'est pas une question, c'était facile. Hein. C'est Chris78 qui nous dit, que chacun se mouille et l'équipe de France, elle fait quoi? Alors, je voulais poser la question, mais elle a été posée sur Twitch. Donc, Chris, merci d'avoir regardé, hein, c'est sympa. Mais voilà, quels sont vos pronostics, les amis, pour cette équipe de France avec ses blessés, avec ses envies sûrement, ses difficultés? Allez, on se lance. Il nous reste 1 minute 30, hein, c'est ça les copains. Les paris, quoi. Je vais laisser Étienne commencer, il a l'habitude de Ah oui, faire les Étienne. pronostics. L'objectif qui a été fixé à cette équipe de France, comme dans toutes les compétitions internationales par Noël Le Graët, le président de la fédération, c'est toujours les demi-finales. Bon, Donc allez. moi je pense que l'équipe de France, elle peut arriver en demi-finale, donc je veux dire que c'est mon pronostic. Demi-finale. Titouan, allez, je te sens bien là. Je vais dire l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde. Ouais, faut y aller. Un doublé? Bien sûr. On finira par Vincent. Gilles Christ. Moi, je sais pas. Je pense qu'on passe le premier tour. Et après, je pense qu'il manquera encore ce Mais truc tu te mouilles comme. pas là. Tu te Non, mouilles non, pas, ouais, tu te mouilles On pas. s'arrête en 8ème. 8ème, d'accord, ok. Voilà. Vincent. On doit être dans le dernier carré. Et pour le symbole, quoi de plus beau que voir un joueur comme Messi quitter la scène internationale avec la Coupe du Monde. Top. Tu sais qu'il n'est pas français. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, Mais il est devenu, je crois, maintenant. il a pas été J'ai naturalisé. répondu pour la France. Voilà. Non, c'était chouette. J'ai passé un très beau moment. Et J'espère David, que. Ouais, David, un Ah, moi, pronostic. J'aurais dit dernier carré aussi. Après, dire que la France va gagner, je suis pas du tout foot, donc même si je suis ça, j'aime ça, mais je dirais un peu comme Étienne Denis. Comme ça, je me mouille pas trop. Vous êtes des politiques, les gars. Ouais, bah oui, à fond. Ouais, c'est ce qu'il faut. Merci à tous. J'ai passé un très beau moment. J'espère que tous nos téléspectateurs, spectateurs, twitchers, je sais pas comment on dit, seront viewers. Merci. Auront été satisfaits. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures. Merci. C'était un super débat, animé mais hyper positif. On se retrouve dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ça, c'est la com qui décidera. En tout cas, merci. Salut.